Soyez bienvenus, nous sommes heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro d'International. Si le savoir-faire des journalistes consiste à anticiper, eh bien International va avoir aujourd'hui du talent, puisque nous allons parler ensemble, nous allons vous parler d'un événement qui aura peut-être lieu, peut-être, et dans 9 ans, je veux parler des Jeux Olympiques de 2024. Pour en parler, non pas un, mais 2 invités aujourd'hui, c'est bien le moins, puisque nous allons tout d'abord recevoir Bernard Lapassé, monsieur le président, ou les présidents pourrait-on dire, merci d'être avec nous. Vous êtes notamment le président de la Fédération internationale de rugby, président du Comité français du sport international, et vous vous apprêtez à piloter la candidature de Paris 2024, donc 9 années sans doute très chargées. À vos côtés se trouve Jean-François Martin, qui est adjointe à la maire de Paris. Merci d'être des nôtres également. Vous êtes adjoint en charge des sports et du tourisme également. Alors, comme vous êtes 2, bien, nous sommes 3 journalistes à vous rencontrer aujourd'hui, aux côtés de Sophie Malibaud de RFI, que je salue également, Stéphane Mandard, journaliste au Monde, en charge des sports. Nous avons beaucoup de questions à vous poser, mais peut-être tout d'abord, je voudrais que l'on revienne avec vous sur quelques Jeux Olympiques récents, et on va s'interroger ensuite pour savoir s'il n'y a pas une sorte de malédiction du sport. Est-ce que c'est pas un peu la poisse de décrocher les JO, retour sur un petit quart de siècle? Accueillir les Jeux, c'est raviver la flamme olympique. À travers un événement sportif et médiatique hors norme, moment magique chargé de symboles. Mais au XXIe siècle, le rêve olympique peut aussi tourner au cauchemar. Les Grecs ont dépensé sans compter en s'équipant de sites qui n'ont servi que le temps des Jeux, pour finir en friche, des infrastructures à l'abandon, comme cet aéroport construit pour l'occasion. Au total, une facture de 11 milliards d'euros, soit le double de ce qui était prévu. Un sacrifice que les Grecs n'ont pas fini de payer. Dès 2004, des économistes prédisent une cure d'austérité. Le gouvernement sait que les dépenses publiques seront très mauvaises. Le déficit en 2004 sera de plus de 4%. C'est pourquoi le nouveau gouvernement va probablement prendre des mesures impopulaires pour réduire la dette publique. 4 ans après, la Chine prend le relais. Elle brille, mais pas que dans le sport. Pékin explose aussi son budget, qui passe de 2,6 à 32 milliards d'euros. Record battu par la Russie avec les Jeux d'hiver à Sotchi, qui s'envolent de 9 à 37 milliards d'euros. Des jeux de plus en plus chers et de moins en moins éthiques. Ici, dans le Nord-Caucase, les constructions défigurent un site naturel protégé, au mépris de certains habitants et de l'environnement. Le président Vladimir Poutine réalise son désir de grandeur et la corruption atteint des sommets, selon l'opposant russe Alexei Navalny. Initialement, l'ensemble du projet Sotchi a été conçu de façon à ce qu'il produise non seulement des Jeux Olympiques, mais aussi qu'il enrichisse un petit nombre d'amis proches de Poutine. Pour les Jeux de 2012, Paris se voit en favori. Mais c'est la désillusion. Londres l'emporte grâce notamment à un lobbying plus efficace auprès du CIO, le Comité international olympique. Des Jeux à 11 milliards d'euros au lieu des 5 milliards annoncés. Après 3 échecs, Paris place tous ses espoirs pour 2024, soit un siècle après ces derniers Jeux. Une candidature non officielle qui se veut exemplaire et qui séduit déjà le patron du CIO. Nous sommes sûrs que ça sera une candidature très très forte. La France a beaucoup à offrir au mouvement olympique. Notamment en matière de respect de l'environnement et surtout de maîtrise des coûts, estimés à environ 6 milliards d'euros. En s'appuyant sur ces infrastructures existantes, Paris espère conjurer la malédiction des Jeux. Je voulais regarder, messieurs, ce court rappel. Vous trouviez presque ce sujet tendancieux. C'est la poisse, les Jeux Olympiques, il ne faut pas les décrocher. Qu'est-ce que ça apporte? En quelques mots, à l'un à l'autre, on va vous poser la question. Qu'est-ce que ça apporte? Pourquoi c'est important pour une ville de décrocher les Jeux Olympiques? C'est important parce que d'abord pour les sportifs, c'est un tremplin extraordinaire pour la promotion du sport dans le pays, pour respecter les valeurs éducatives des sports, quels qu'ils soient. La diversité des disciplines est quelque chose d'exemplaire. C'est aussi un enjeu sociétal extrêmement important et pour l'héritage que l'on peut transmettre. Aujourd'hui, les Jeux, ce n'est pas simplement 17 jours de compétition olympique et 10 jours de paralympique. C'est 2 ans avant, 2 ans après, une manifestation énorme, sportive, culturelle, dans tous les milieux. Il y a une diversité sur les territoires qui élargissent le scope des Jeux Olympiques pour s'élargir à l'ensemble du pays. C'est extraordinaire pour l'avenir du pays. Jean-François Martin, adjoint à la maire de Paris, en charge des sports et du tourisme. Paris a besoin des Jeux pour augmenter sa notoriété. Première destination touristique au monde.
Paris a besoin de maintenir son leadership. On ne reste pas une ville attractive pour les touristes, mais pas que, pour les investisseurs, pour la création d'emplois, pour l'innovation, sans participer à la grande compétition mondiale des grands événements, d'ailleurs, quels qu'ils soient, que ce soit recevoir la Fashion Week, recevoir le Tour de France. La semaine de la mode, nous sommes sur des antennes francophones. Tout à fait, la semaine de la mode, où l'ensemble de ces événements-là, ça place Paris dans le concert des capitales mondiales. C'est une ville où il se passe des choses, c'est une ville où de temps en temps le monde a rendez-vous, et donc ça nous place dans une situation de leadership. Stéphane Mandard, Le Monde. Bernard Lapassie, vous avez parlé d'héritage des Jeux Olympiques. On a vu que le sujet parlait plutôt d'un fardeau des Jeux Olympiques. Moi, j'étais à Athènes, j'étais à Pékin, et on voit que pour ces pays-là, l'héritage est difficile à assumer. Je pense que je serai encore à Paris si mon futur patron me maintient comme chef des sports. J'espère que je pourrai couvrir ces Jeux, même si j'aurais pris quelques années. Mais non, pour revenir à ça, oui. Est-ce que c'est pas un fardeau, les Jeux Olympiques, aujourd'hui, plus qu'un héritage? Jamais. Je crois qu'aujourd'hui, plus que jamais, on a le sentiment que le nouveau style du CIO, c'est de faire la promotion de ce qui va autour des Jeux et de construire avec chaque pays, chaque ville concurrente, un partenariat sur la dimension financière et sportive. Un exemple, aujourd'hui, Londres, c'est un succès extraordinaire avec des Jeux qui ont payé des Jeux. Ce que fait Orcojo, c'est-à-dire ce que fait l'État, ce que fait la ville dans l'amélioration d'un quartier, dans l'amélioration du système de vie des Londoniens, ça c'est autre chose. Que des dépenses soient inscrites à l'excès, comme a fait Sochi, avec le président Poutine qui a révolutionné la région pour en faire une plateforme touristique pour le pays et pas pour faire des jeux. Mais ça, c'est notre débat. Par contre, les jeux, aujourd'hui, sont financés par des éléments propres aux jeux, c'est-à-dire la moitié par le Comité international olympique qui verse pas loin de 2 milliards d'euros. Hein, ça va être ça pour les jeux. Et de l'autre côté, par la billetterie et par le partenariat des entreprises. Donc on est dans un schéma où le sport lui-même, où les jeux eux-mêmes seront financés. Est-ce qu'aujourd'hui, en temps de crise, le rêve olympique a un sens dans ce contexte économique très difficile? Vous parliez du sport. On sait que, par exemple, ne serait-ce que l'investissement dans la campagne, qui est évalué à 60 millions d'euros, ça fait 1,5 fois le budget d'une année entière sur le sport à Paris. Bien sûr que c'est un enjeu, mais cet enjeu, il faut le mesurer. Il faut qu'on soit dans un élément participatif extrêmement ouvert. Donc là, il y aura des parités qui vont s'installer dans des dotations faites par l'État, par les villes, par le privé et par le monde sportif. On est dans cette obligation de résultat. Jean-François Martin, question donc à propos de ces dérapages budgétaires. Vous êtes engagé, d'ailleurs, rappelons-le de façon plutôt consensuelle au plan politique. Droite et gauche ont voté ensemble. 6 milliards. Et au final, on sera à combien ? On sera dans cette épure-là, mais on sera même plutôt en dessous en termes d'argent public. On sera probablement autour d'1,7 milliard dans le premier scénario. Il ne s'agit pas de nier ce que votre sujet a démontré. Les excès qu'il y a pu avoir à Sochi, une réflexion à Athènes sur la question de l'héritage, de ce que deviendront les sites après. Mais tous ces Olympiades-là nous permettent d'arriver aujourd'hui avec ces enseignements et en se disant comment on construit une candidature qui laisse du positif, qui laisse de l'héritage et qui nous permet de dépenser moins. Finalement, c'est bien que vous n'ayez pas eu les Jeux plus tôt. Mais peut-être, en tout cas, on va tirer les enseignements parce qu'il y a des villes, Londres en particulier, qui ont su dépenser utilement l'argent qu'ils avaient consacré aux Jeux Olympiques pour que, en l'occurrence Londres c'est un bon exemple, il y avait un quartier qui s'appelle Stratford, East London, qui était un quartier plutôt mal urbanisé, les transports n'y venaient pas, c'était un quartier relégué. Ils ont décidé de mettre le village olympique et de dire les Jeux sont l'occasion de retransformer un quartier qui a été un peu abandonné. Mais ça c'est un bel objectif politique et ça dépasse les Jeux Olympiques. Ça veut dire que le Jeux Olympiques de Paris sera à Sarcelles en 2024 ? Ça veut dire que typiquement, dans le sens... on est diffusé dans le monde entier. Sarcelles, c'est effectivement une commune en proximité de Paris. On va pas... Dans le nord de Paris. Voilà, dans le nord de Paris. Je vais prendre d'autres exemples de Bien sûr, banlieues. Mais ça veut dire que oui, effectivement, nous on considère que les investissements qu'on fera à l'occasion des Jeux Olympiques, ils doivent permettre à des territoires du Grand Paris, de la métropole autour de Paris, qui sont peut-être aujourd'hui relégués, qui ont peut-être eu moins d'investissements publics, ça doit permettre les Jeux de leur donner plus de transport, plus de logements, de l'attractivité pour les entreprises, pour qu'après les Jeux, ces territoires-là aient été transformés grâce à l'événement olympique. Alors messieurs, question, petit rappel, 92, 2008, 2012, 92, Barcelone, 2008, Pékin, 2012, Londres. Vous avez le moral de repartir une 4e fois après 3 échecs. Bien sûr, je crois d'abord que pour le plan ce qui vient d'être dit à l'instant, là, je crois qu'il faut bien faire attention de ne pas citer encore pour l'instant
les sites comme étant définitifs. On a fait différentes options. C'est vrai qu'il y a des options qui sont liées beaucoup sur le nord-ouest de Paris. Il est important de respecter à la fois la disponibilité de ces territoires. On a la chance d'avoir des territoires utiles et extrêmement importants à développer. Et parallèlement, il faut aussi être fidèle aux critères du CIO qui aura pour mission de contrôler, de voir un petit peu dans quelles limites on peut faire ce type d'opération. Mais sachez qu'on est en partage avec les acteurs du territoire, c'est-à-dire la ville de Paris, les différentes communes concernées. C'est un discours ouvert, permanent, qu'on va maintenant distribuer pendant les semaines qui viennent. Quant à votre réponse, je vais y répondre quand même un petit peu. Oui. On a effectivement l'ambition de gagner. Parce qu'il n'y a pas de candidature qui écrase. Vous êtes un sportif vous-même ? D'abord, il faut commencer par ça. Quand on est sportif, on part pour gagner. Le sport aujourd'hui, le mouvement sportif est associé à la candidature de très très près. On a un leadership sur le dispositif de stratégie. Autant le conduire avec des acteurs qui vont accompagner ce projet. Donc nous sommes dans une configuration qui nous permet véritablement de donner les meilleurs atouts qui soient pour la lecture du CIO et pour le succès de l'événement. Dans le passé, qu'est-ce qui avait pêché justement jusqu'à maintenant les 3 candidatures précédentes qui avaient échoué de Paris ? Notamment face à Londres. Oui. Oui, il y a beaucoup de choses, mais on va essayer de résumer sommairement. Je crois que l'important, c'est de prendre le dispositif de Paris comme étant une richesse en évolution. Comme a dit Anthony Martens à côté, je crois qu'on a besoin d'avoir à Paris des éléments qui poussent, pas simplement dans notre histoire, mais dans le futur de Paris, des éléments innovateurs. Ça, c'est quelque chose d'important. Et pas simplement se réserver une espèce de cocon dans lequel Paris fait partie d'une culture pour toujours. Non. Donc on a peut-être péché un petit peu par orgueil de ce côté-là, en essayant de ne pas donner véritablement la vraie dimension d'un projet olympique et en mettant surtout les politiques en situation de pouvoir décider de tout, de la façon d'ouvrir les Jeux et en même temps la façon de faire vivre les Jeux. Je crois que là-dessus, il y a un discours qu'il faut changer. Les sportifs n'étaient pas associés à l'époque ? Absolument pas. Les présidents de fédération, par exemple, n'étaient pas associés. Quelques athlètes, mais pas beaucoup. Je me souviens d'avoir vu Jean-François Lamour un peu perdu dans ce dispositif. C'est lui double champion olympique d'escrime. Il a fait, exactement. Il a fait une carrière extraordinaire. C'était un champion exemplaire. Il a beaucoup donné. À l'arrivée, bon, il manquait derrière un soutien qu'on a aujourd'hui constitué, permettant véritablement de donner aux sportifs une vraie place, pas simplement sur le podium, mais également dans la décision. Je voudrais revenir sur les critères qui sont imposés maintenant d'une sorte de réduction des coûts. En fait, comment est-ce que ce défi vous est posé ? On vous dit il ne faut pas dépasser telle somme. Et ensuite, quelles sont les garanties que vous allez pouvoir présenter pour dire que le budget initial sera respecté ou qu'il n'y aura pas les dérives qu'il y a eu à chaque fois par le passé ? Alors, c'est un nouveau procédé qui est mis en place. C'est la procédure d'invitation qui va nous permettre maintenant de présenter le dossier, le pré-dossier aux gens du CIO pour voir un petit peu l'architecture dans laquelle nous sommes. Je prends l'exemple de Tokyo, qui, après la décision, après le vote, s'est vu corriger un certain nombre de sites. Donc Tokyo qui sera la ville qui va accueillir les Jeux juste avant nous. En 2020, enfin, absolument. Juste avant ce 2024. Donc Tokyo s'est vu retruquer un petit peu dans son projet parce qu'il y avait des sites plus proches ou déjà constitués, ou des éléments qui étaient peut-être faisables différemment dans des conditions financières qui permettaient aux Japonais sur place, aux gens de Tokyo, de pouvoir véritablement disposer de ces événements, de ces sites après les Jeux, dans une configuration modulable. C'est quelque chose d'important. Le temporaire devient quelque chose qui prend de l'importance. Ne pas faire du définitif à outrance, mais prendre des sites qui nous permettent véritablement de mesurer l'impact des Jeux pendant les Jeux et de les modifier ensuite ou de les déplacer de façon à ce qu'ils puissent être réutilisés ailleurs et de configurer ça de façon à limiter les coûts. Ce qu'il faut mesurer par ailleurs Jean-François Martin, ce qu'il faut mesurer de Paris. Sur la candidature actuelle et une candidature parisienne, c'est différent de Pékin, c'est différent de Sochi. On est sur un territoire déjà très urbanisé. Donc on a des infrastructures de transport en commun, on a des infrastructures aéroportuaires, on a un certain nombre d'infrastructures déjà présentes. Ensuite, on a sur Paris, sur la métropole, déjà un schéma d'investissement, de développement. On appelle le Grand Paris Express d'un côté, le schéma de développement d'Île-de-France, qui prévoit des investissements pour un certain nombre de territoires, notamment en matière de transport en commun, qui est souvent le plus coûteux dans une candidature olympique. Ça, c'est des programmations d'investissement déjà faites. On sait que dans la décennie qui vient, on met plusieurs milliards d'euros pour connecter le Grand Paris au réseau de transport en commun. Et troisièmement, sur une candidature parisienne, on peut aujourd'hui s'engager à maîtriser le coût, à garantir une candidature sobre. C'était la condition qu'avait mis de toute façon Anne Hidalgo à ce que Paris s'engage, parce que Paris, par la chance de l'histoire, et y compris d'ailleurs des candidatures précédentes qui n'ont pas été complètement vaines d'un point de vue de l'héritage qu'elles ont laissé, même si on n'a pas gagné, nous avons déjà un nombre important de grands équipements sportifs d'envergure internationale. Je vais en citer quelques-uns. Bercy, Roland-Garros, le Stade de France, le Parc des Princes pour le football, Jean Bouin pour le rugby, le Vélodrome de Saint-Quentin, la base nautique de Vers-sur-Marne, la métropole et
la région Île-de-France dispose déjà de beaucoup de très très grands équipements, d'ailleurs qui sont d'abord déjà construits, donc qui ne nous coûteront rien. Non plus à financer. Et ensuite, que les sportifs internationaux aiment. Demander à un judoka ce qu'il pense du tournoi de Bercy, qui est le seul tournoi de judo au monde, où on a 15 000 personnes avec un public de connaisseurs qui aiment ça, pour n'importe quel judoka du monde, Bercy, c'est inoubliable. Donc ça fait partie de nos atouts, et ça fait aussi partie des moyens qui nous permettent de dire, finalement, il nous manque une piscine, un village olympique, et donc on a deux grosses opérations. Et ça nous permet de contraindre le coût d'une candidature. Après cette belle plaidoirie pour le dossier de Paris, Sophie Malibaud, RFI. Je voulais encore vous interroger, Jean-François Martin, sur le consentement des populations locales. Comment vous allez vous y prendre pour être bien sûr que les Parisiens sont totalement consentants? Parce que je crois que ça fait partie des critères pour réussir une candidature. Ça fait partie d'abord des critères du CIO, mais avant tout, nous, en tant que politiques, c'est la première condition à réunir avant d'y aller. Quelle est l'acceptabilité sociale des grands événements? Il faut mesurer que parfois, ça peut créer du frottement, ça peut créer de l'inquiétude. Donc, surtout là où il manque des équipements et qu'on voit des dépenses somptuaires d'un côté. C'est pour ça qu'il n'y aura pas de dépenses somptuaires. Voilà. C'est pour ça que je dis, il y a d'abord uniquement une piscine et un village olympique qui par ailleurs trouvera probablement une vocation après les Jeux, de logements, de centres médicaux. Tout est ouvert, on va y travailler avec Bernard Lapassé. Et puis, les populations, les Parisiens notamment, les Franciliens, ils ont vocation à participer au contenu de cette candidature. Et nous, la maire de Paris l'a annoncé, on va lancer pendant l'année qui vient une grande série de concertations, de réunions publiques, d'outils informatiques, notamment Internet. Il n'y a pas de référendum ou de choses de ce genre? Pas sous cette forme-là, parce que les Parisiens sont bien trop intelligents, bien trop créatifs et bien trop, on va dire, porteurs d'idées pour qu'on se contente de leur demander oui-non. Ce qu'on a envie de leur demander, c'est comment vous voulez porter une candidature olympique. Vous, en tant que Parisien, qu'est-ce que vous voudriez qui soit le message de Paris au monde? Comment on pourrait avoir une candidature innovante? Comment on pourrait faire des choses qui ne se sont jamais vues? On a une plateforme sur le site de Paris qui s'appelle Madame la maire, j'ai une idée. Mais on va demander aux Parisiens de nous dire... L'un n'empêche pas l'autre. Vous pourriez leur demander oui ou non et ensuite leur demander comment. Je crois que le plus important, c'est pas le oui-non. Vous savez, le seul référendum qui m'importe, c'est celui du CIO qui fera un an avant les Jeux. En 2016, on aura obligatoirement un référendum du CIO. Et là, il faut être certain que les Franciliens, et pas que les Franciliens, l'ensemble des Français auront répondu dans des conditions très largement majoritaires leur adhésion aux Jeux. Une population peut refuser aujourd'hui des Jeux. Une population peut refuser. Ça peut arriver. C'est arrivé sur le Jeu d'hiver. On a vu des candidatures à Oslo. On a vu Oslo notamment. Ça n'a pu donner suite. Donc on a besoin véritablement de travailler sur ce que dit Jean-François. C'est complètement intégrer un processus d'échange, de partage, d'une vision commune et avec l'ensemble des territoires. C'est ça le plus important. On aura prochainement des réunions. J'ai appelé M. Barouin, le président de l'Association des maires de France. On va vraiment collecter toutes les informations nécessaires à la base pour véritablement s'engager dans un processus qui nous permettra de savoir exactement faire adhérer les Français. Stéphane Mandard, Le Monde. Je crois qu'il y a un point qu'on ne maîtrise pas, c'est le vote du CIO. Le CIO n'est pas forcément un organe très démocratique. Je me réfère au choix précédent. Comment imaginer que le CIO qui fait une campagne en disant maintenant on veut des jeux low cost, respectueux de l'environnement, pas trop cher, et accepter de confier les jeux à Sochi, en sachant très bien qu'il fallait tout faire, qu'il fallait transformer une station balnéaire en station d'hiver. Donc on peut avoir un bon dossier. Paris avait toujours eu un bon dossier en fait. Les candidatures précédentes, ils avaient été très bien notés par les commissions d'expertise. Et finalement, à la fin, par magie, Paris n'aura pas les jeux. On est en concurrence avec d'autres pays. Et donc, par le futur antérieur. Il y a une sorte de magie aussi un petit peu, je crois, qui est D'abord, c'est pas le même président, c'est pas la même référence que nous avons utilisée cette fois-ci. C'était l'ancien président avec son ancienne façon de procéder. Donc aujourd'hui, il y a une nouvelle méthode en place. Vous dire que c'est plus démocratique aujourd'hui, c'est ça? Le précédent était moins démocratique. Je pense qu'aujourd'hui, la preuve année, c'est que le président Thomas Bach a publié son salaire dans les journaux il n'y a pas longtemps, a publié la rémunération de chacun des membres du CIO. Il y a une volonté de transparence chez Thomas Bach. La première des choses qu'il a dites quand il est arrivé, j'en ai assez que l'on parle des Jeux et que l'on parle d'argent pour les Jeux. Parlons de l'ensemble du dispositif qui va se mettre en place pour que l'héritage se construise avec les Jeux. L'héritage sportif mondial se construira avec les Jeux. C'est ça son message. Donc cette transparence-là, pour nous, elle nous importe. C'est une chance pour Paris. C'est une chance pour Paris parce que c'est une chance de pouvoir obtenir la certitude sur les votes que nous pouvons glaner, que nous pouvons gagner. Et ça se gagne. Il faut aller voir des gens, il faut convaincre les élus. C'est le dernier moment. Jusqu'au dernier moment, il faut être présent
et vivre ça avec beaucoup d'intensité. Alors, encore beaucoup de questions à vous poser sur ces hypothétiques Jeux de Paris en 2024. À Jean-François Martin, adjoint à la maire de Paris en charge des sports et du tourisme, à Bernard Lapassé, président de la Fédération internationale de rugby, entre autres, et qui serait porteur de ce dossier. On vous retrouve, messieurs, dans 2 minutes exactement, le temps de faire un point d'actualité sur les antennes de RFI et de TV5 Monde. Retour à International sur les antennes de RFI de TV5 Monde, émission réalisée en partenariat avec notre confrère Le Monde. Et nous recevons aujourd'hui Jean-François Martin, adjoint à la maire de Paris en charge des sports et du tourisme, ainsi que Bernard Lapassé, président de la Fédération internationale de rugby, qui serait en charge du dossier olympique pour Paris 2024. Nous évoquions cette actualité. On parle d'une fête, on parle d'une mobilisation pour Paris. On vient de regarder ensemble et d'écouter sur RFI le point de l'actualité. Peut-être 700 migrants qui viennent de trouver la mort, des drames tels qu'ils se posent. On parle parfois de trêve olympique. Est-ce que ça a un sens ou est-ce que forcément vous, qui êtes élus l'un et l'autre, comment est-ce que vous voyez, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de difficile, parfois d'indécent, d'autant se mobiliser pour une fête telle que celle-là, dans des drames de cette nature? Vous savez, c'est difficile de comparer, on n'est pas dans la même échelle des valeurs, mais en tout cas, le sport est une réalité extraordinaire de vivre ensemble. Les Jeux Olympiques, au-delà de la trêve, c'est une manière de montrer qu'il y a des hommes, des femmes, quelle que soit leur origine, leur religion, leur culture. Des handicapés, quel que soit leur format de handicap, sont tous associés dans une même compétition pendant une durée très importante. Sans critères de religion, sans critères de référence, ethnique, sans critères de référence, simplement de l'engagement et de la valeur sportive de l'athlète. Donc c'est important véritablement qu'on rentre dans cette culture du sport qui offre à chacun une chance de vivre ensemble avec celui avec lequel on est en compétition. Ça, c'est un modèle sur lequel le sport doit pouvoir développer davantage de valeurs sur ce sujet. Jean-François Martin, adjoint à la maire de Paris en charge du sport. Ouais, non, vos titres sont évidemment extrêmement douloureux et évidemment parfois tout ça peut paraître peu de choses et en même temps on se rend compte à quel point le monde et les grands pays ont besoin aujourd'hui de trouver des moments d'union, de cohésion nationale, d'unité et d'avoir encore un peu des idéaux, faire preuve d'idéalisme. Et il y a dans l'idéal olympique quelque chose autour de la paix, quelque chose autour de valeurs universelles, quelque chose autour de l'inclusion qui peut être aussi des réponses aux maux de la société. L'un des éléments, il faut dire les choses avec beaucoup d'honnêteté, qui a fini de nous convaincre, au-delà de la qualité du travail fait par le mouvement sportif, c'est ce qui s'est passé le 11 janvier à Paris. Le 11 janvier, des millions de personnes à Paris et en France ont décidé d'aller dans la rue, de dire il y a à Paris, il y a en France des valeurs universelles, une envie de paix. Et cette envie de porter un message universel, les Parisiens, on se dit que peut-être aussi on pourrait l'exprimer à travers une candidature olympique et des Jeux olympiques qui seraient ce qu'ils devaient être et ce qu'ils n'ont jamais cessé d'être, un moment de paix et d'universalité. C'est ça qui a convaincu de convaincre Anne Hidalgo, maire de Paris, qu'on disait au point de départ un peu réticente sur ces Jeux. C'est d'abord le travail de qualité qui a été fait par le mouvement sportif pour nous démontrer qu'on pouvait faire une candidature sobre, ambitieuse, gagnante, pas de témoignage, et environnementalement exemplaire. Donc ça, c'est ce qui nous a convaincu la tête, les objectifs rationnels. Et puis le 11 janvier, peut-être une part plus émotionnelle, de dire oui, on a besoin de rassembler sur des grandes causes, sur des grands idéaux. Sophie Malibaud, RFI. Vous prenez en compte dans l'élaboration du budget, est-ce que va peser la part sécuritaire? Parce que de plus en plus de fonds doivent être alloués à ces conditions de sécurité. On l'a vu pour les Jeux Olympiques de Londres. Ça coûte de plus en plus cher, la protection des installations. On a à Paris déjà des grands événements sportifs. L'Euro 2016 arrive dans un an avec 24 nations européennes, y compris certaines avec des histoires et des matchs qu'on sait potentiellement qui peuvent être des matchs entre guillemets où il y a des histoires de pays qui fait que ça peut chauffer. On sait le maîtriser. On sait maîtriser le Tour de France. On sait maîtriser, dans un contexte de Vigipirate attentat, le marathon de Paris la semaine dernière, 42 000 coureurs lancés dans Paris toute une journée. On sait le maîtriser. Alors c'est compliqué, ça demande des moyens, mais Paris est une ville de grands événements, les JO autant que les autres, et donc c'est une contrainte qu'on intègre désormais. Oui, aujourd'hui, si on prend l'exemple de la situation actuelle, nous sommes dans Vigipirate attentat, c'est-à-dire le grade le plus élevé dans le risque. Et TV5 Monde le sait, oui. Donc ça ne coûterait pas plus que ça ne coûte aujourd'hui. Nous sommes dans un formulaire aujourd'hui, dans un format de sécurité qui est d'un niveau très très élevé, qui ne serait pas forcément beaucoup plus coûteux que la situation que nous avons aujourd'hui pour les Jeux Olympiques. Alors, on va vous parler de quelques villes, très jolies villes, très intéressantes. Rome, par exemple, très belle ville, Rome, très jolie, formidable. Boston, magnifique. Magnifique. Hambourg,
et la liste n'est pas limitative, 3 villes concurrentes de Paris. Ça vous fait pas peur Au contraire, je crois qu'on a besoin d'adversaires pour gagner. Hein. Si on n'a pas d'adversaire pour gagner, c'est que pas un combat. Donc on va s'affronter avec nos villes concurrentes. Il y a de la qualité dans chacune de ces 3 villes, c'est certain. Il y a une détermination qui va s'afficher au fur et à mesure que la candidature va gagner. Donc aujourd'hui, il n'y a pas de candidature qui écrase comme il y a eu Pékin, comme il y a eu Sochi ou comme il y a eu Tokyo. Boston n'en est pas une. Boston n'est pas la candidature la plus menaçante. Je ne sais pas. En tout cas, ce sera une candidature extrêmement forte, mais c'est pas une ville qu'on attendait. C'est plutôt, on attendait Los Angeles ou San Francisco. C'est Boston. Ça, il y a un choix. Il y a une décision. Le fait qu'il y ait une ville américaine en compétition. C'est quelque chose d'important qu'il y ait une ville américaine en compétition. On connaît les Américains dans leur détermination. Ce sera une très belle candidature sur Boston. Simplement, on peut avoir une rivalité avec Boston qui peut s'éclairer sur le vecteur de ce qu'on va produire. Donc on a toutes nos chances avec un dossier de rivaliser avec Boston. C'est plus accessible que peut-être d'autres capitales qui marquent davantage que marquer Boston. Mais attention, ça ne veut pas dire que nous sommes aujourd'hui dans une phase où on va peut-être l'emporter facilement. Absolument pas. Il y aura combat contre Rome, il y aura combat contre Hambourg et contre Boston. Ce sont de très très bonnes candidatures. Jean-Pierre Martin, même question, avant de donner la parole à Stéphane. 3 sacrées belles villes. Hein. 3 très belles villes avec 3... peut-être plus d'ailleurs, peut-être plus. Et peut-être plus, 3 pour le moment, qui sont 3 concurrents sérieux. Je n'oublie pas que pour les Jeux Olympiques de 2012, Paris était favori. Et d'autres étaient challengers. Moi, j'accepte très bien qu'on joue le rôle de challenger dans cette compétition et dans cette course, et que nous pourrions coiffer au poteau au dernier moment ceux qui étaient annoncés comme favoris. Donc, voilà. Est-ce qu'il y a des favoris dans ces listes qu'on vient de citer? Aujourd'hui, c'est vrai que Boston donne le sentiment de partir en tête. Ça a été la première ville qui a été sélectionnée, mais ne fait pas dire qu'on n'a pas la réalité derrière pour nous pousser à être ambitieux. Hein. Il y a surtout une règle implicite au CIO qui est la rotation des continents, qui pourrait aussi avantager Boston dans ce cas présent. Est-ce que ça va être remis en cause aussi, cette règle-là? Pas forcément non plus. Il manquait l'Afrique, donc l'Afrique n'a jamais eu de Jeux Olympiques encore, donc on attendait beaucoup l'Afrique, elle ne viendra pas. Donc ça reste ouvert par rapport à l'Europe et par rapport au continent américain. Les deux restent des potentialités de candidature sans véritablement de différence sur la zone géographique la plus accessible. Comment vous l'expliquez qu'il n'y ait pas de candidature africaine? L'Afrique du Sud a fait son choix. Ils ont préféré aller sur les Jeux du Commonwealth. C'est une première tentative de renouer avec des grands événements internationaux après la Coupe du Monde de football. Donc c'est une façon de repartir sans avoir encore la certitude de pouvoir organiser des Jeux Olympiques dans leur plénitude. Donc c'est un choix de stratégie pour l'instant à l'Afrique. Vous savez, ce qu'on regrette parfois, c'est que l'Afrique, au fond, délègue beaucoup d'athlètes qui participent à ces Jeux, mais n'a pas la puissance organisationnelle ou financière pour les organiser. Ce sera peut-être un objectif. Et sur les chaînes comme RFI ou TV5 Monde, naturellement, très, très largement diffusées sur ce continent, c'est un point important. Mais l'Afrique se prépare. Bien sûr. L'Afrique se prépare avec évidemment la Coupe du Monde de football, on l'a en tête, évidemment avec les Jeux du Commonwealth, évidemment avec la Coupe d'Afrique des Nations, qui est aussi d'un point de vue footballistique, y compris avec les complexités qu'on a connues cette année. L'expertise, le savoir-faire africain sur les grands événements s'enrichit chaque année, et nul doute que l'Afrique sera prête dans la décennie qui vient à organiser des très grands événements internationaux, et c'est tout à fait souhaitable. Il y a un débat dans notre candidature Paris 2024 ou 2028. Vous avez là la réponse, parce que l'Afrique se prépare peut-être pour 2028. 2028 sera une année extrêmement riche en candidatures, et peut-être que l'Afrique sera le candidat qui va porter le potentiel des Jeux. Donc il y a véritablement pour nous l'enjeu 2024 comme une priorité. Et si 2028 échouait, la France serait prête à repartir pour la date suivante? Le combat voilà, je crois qu'au départ, on part pour assurer la victoire. Je crois qu'il faut mesurer dans cet engagement dans lequel nous sommes, voir les conditions dans lesquelles nous allons porter cette candidature au plus fort, dans un schéma qui, à mon avis, porte des enjeux beaucoup plus positifs que nous avions auparavant. Donc, valorisons tout ce que nous savons faire et voyons un petit peu ce qu'en pense le CIO. Je crois que cette mesure-là est importante. La visite du président de la République à Lausanne jeudi montre déjà le dispositif dans lequel on porte une attention toute particulière, non seulement sur le monde sportif, ou la ville de Paris ou la région, mais aussi au niveau du gouvernement. Donc tout ça sont des outils qu'on va utiliser pour gagner 2024. Est-ce que ça compte symboliquement le fait que les derniers Jeux aient eu lieu il y a tout juste un siècle, 1924 ? Ça fait partie de l'histoire. Ouais. On va l'utiliser, cette histoire, mais avec modération. Je crois qu'il faut marquer
le point de départ, tel que ça s'est passé en 1924, et montrer que depuis, la France a fait un bond extraordinaire. La ville de Paris est un univers extraordinaire de promotion pour le futur, pour les jeunes franciliens. On a besoin de créer une génération France 2024. C'est ça l'objectif. C'est pas de se retourner sans arrêt sur notre passé, c'est de véritablement inscrire ce passé pour montrer aux jeunes générations qui arrivent, les jeunes qui seront en 2024 dans les stades aujourd'hui, pour leur montrer qu'il y a une voie pour arriver à ce niveau de compétition. Pour gagner la confiance du CIO, en tout cas la majorité des voix, il ne faudra pas tant dire ce qui s'est passé depuis 100 ans à Paris, mais ce que les Jeux pourraient laisser pour 100 ans à Paris. Et c'est un argument de conviction du CIO, mais c'est aussi un argument de conviction de nos populations, de dire finalement, l'objectif 2024, ça nous permet d'accélérer un certain nombre de politiques publiques. Qu'est-ce qui pourrait laisser justement les Jeux? Mais justement, d'abord, prioritairement, une candidature, puis l'organisation des Jeux, ça peut être l'accélérateur des politiques publiques que nous demandent les Parisiens. Parce que ça peut produire du logement, c'est ce qu'attendent les habitants du Grand Paris, notamment le village olympique le permettrait. Oui, mais là, on parle de 4000 logements, c'est un peu dérisoire par rapport aux besoins. Oui, mais ça n'empêche pas, on a une politique du logement par ailleurs, qui sont notamment pour Paris 10 000 logements par an supplémentaires. Non, mais c'est un accélérateur. Si on se dit en 2024, on veut des jeux propres, on veut des jeux écolos, on veut des jeux où les mobilités seraient des mobilités électriques avec une empreinte carbone et en particules fines nulles, alors ça vous donne un objectif. Et vous êtes sûr qu'en 2024, ça sera fait parce que on va avoir une concentration, une accélération. Et donc l'idée, c'est ça, c'est de se dire les priorités des Parisiens, logement, transport, lutte contre la pollution, éducation, emploi, attractivité économique, tout ça, pendant 10 ans, on met dans la candidature olympique et ça nous oblige. Et d'une certaine manière, même si Bernard Lapassé n'aimera pas que je dise ça, la candidature de 2012, bien qu'au final perdante, là encore, c'est un échec douloureux, c'est pas un échec cuisant, hein, c'est 50 voix contre 54 en finale, c'est peu de choses. Hein. Paris avait déjà une très belle candidature. Mais finalement, cette candidature, elle a quand même été utile. Il y a le quartier des Batignolles à Paris, qui est pas très loin d'ailleurs des locaux de TV5, sommes tout proches. Et ben, ce quartier était pensé comme le futur village olympique dans la candidature de 2012. Et grâce à cette candidature, on a fait tout un projet d'aménagement qui a malgré tout vu le jour et qui a permis de faire des logements, d'amener le tramway sur ce quartier de Paris. Et ben, c'est ça qu'on va faire, c'est montrer que l'accélération des investissements et des politiques publiques que permet les Jeux laisse un héritage pour l'avenir. Ce qui est un petit peu contradictoire, c'est que vous nous expliquez que vous allez faire des Jeux pas chers parce qu'on vous le demande, donc on va réduire au maximum, et qu'en même temps, ça va marquer Paris pour les 100 ans à venir. C'est un petit peu difficile à trouver la crédibilité de cet argument qui joue dans les deux sens. Je crois que là-dessus, il ne faut pas se tromper. Les Jeux financent les Jeux. Donc là, on ne parle plus uniquement des Jeux olympiques. On parle en question technique. Les impôts ne vont pas augmenter à Paris. Non, pour autant, on a la réponse. Donc voilà, donc je crois qu'il est important, c'est qu'on mesure bien l'exemple pour nous, par exemple. Parce qu'on fait un projet de candidature, on a pris le plan de schéma de directeur du transport sur l'Île-de-France. Pourquoi? Parce qu'on sait très bien que ce facteur-là, il va coûter beaucoup d'argent si on dépense beaucoup d'argent pour transformer ce projet-là. Non, on va s'appuyer sur ce projet parce que c'est la réalité de la vie de demain pour les Parisiens et les Franciliens. Donc travaillons sur ce qui est déjà acté, ce qui est déjà pré-budgété, il y a des réserves financières qui sont déjà potentiellement en place. Donc travaillons sur ces vecteurs. Ça ne coûtera pas plus cher si on le faisait en 2028, en 2030. Si elles peuvent se faire pour 2024, ça c'est un bon moyen d'accélérer le processus. C'est tout. Un mot pour vous dire, juste sur ce sujet-là. Jean-François Martin, oui. Aujourd'hui, l'héritage à la maire de Paris. L'héritage d'une candidature ou des JO, il ne faut pas le voir uniquement comme des milliards d'euros de béton et d'immeubles. L'héritage immatériel d'une candidature, ça compte aussi. Si sur une génération de 10 ans, on augmente de 10%, de 15% la pratique sportive, parce que ça devient une espèce d'objet de mobilisation de la société, c'est des millions et des milliards d'euros d'économiser pour la sécurité sociale parce qu'on a mis les gens à faire une activité physique. Moi, j'ai une anecdote. Les études, Jean-François Martin, les études ont montré que ce phénomène dont vous parlez, il n'est pas prouvé. Sur la pratique sportive, à Londres, la pratique sportive a progressé depuis les Jeux Olympiques, réellement. Et après, c'est à nous de le mettre comme un objectif en soi de la candidature et de l'organisation des Jeux que d'augmenter la pratique sportive. Moi, je prends un exemple, le dernier Jeux Olympiques organisé en France, Albertville 92. La maire d'Albertville, elle raconte avec beaucoup de précision que l'association des volontaires Albertville 92, les milliers de bénévoles qui s'étaient mobilisés pour être présents autour de la candidature. Cette association des anciens volontaires et bénévoles, qui a donc 23 ans maintenant, 20 quelque chose comme ça, existe toujours, et que c'est 3000 bénévoles et volontaires qui, dès qu'il faut se mobiliser dans tout le territoire de la Savoie, le don du sang, les restos du cœur, l'aide aux personnes âgées, quand il y a des gens coincés dans la vallée, c'est 3000 volontaires qui se mobilisent. Bénévolat actuellement. Exactement. Et donc ça laisse un héritage sur le bénévolat, le service aux autres, qui n'a pas de valeur et qui n'a même pas forcément un coût, mais qui transforme la société pour plusieurs décennies. Alors je vous invite à aller voir le document publié par le gouvernement britannique, la ville de Londres et le gouvernement britannique sur l'héritage à Londres.
Ils estimaient avoir un retour sur la promotion de l'économie en Grande-Bretagne après les Jeux à 12 milliards de pounds, de livres, sur 4 ans. Et ils ont fait 14 milliards en 2 ans. C'est-à-dire que l'ensemble de l'économie s'est emballé après les Jeux. Il y a eu un phénomène qui s'est créé, qui a permis d'avoir des marchés extrêmement importants. Ils sont sur Rio, ils sont sur le Qatar, ils sont sur Tokyo. Je veux dire que ça précipite un dispositif où le savoir-faire technologique du pays se met en évidence. Et donc, toutes les entreprises deviennent automatiquement des leaderships dans leur secteur d'activité. Et ça a donné un élan extraordinaire à la façon d'aborder la construction d'un certain nombre d'équipements à l'étranger pour le bénéfice de l'économie britannique. Sophie Malibaud, c'est difficile de savoir quelqueffois ce qui tient du phénomène JO ou de l'état de l'économie, puisque des économistes montrent que d'autres échéances, ça a été du manque à gagner. Par exemple, en Australie. Dans le domaine, on cite les entreprises qui sont concernées. Donc, il y a une liste d'entreprises britanniques extrêmement importantes qui ont produit un certain nombre de services à l'étranger, de production industrielle et commerciale à l'étranger, extrêmement importante. Donc, ça, c'est tout du bénéfice qui est vraiment produit par la référence aux Jeux Olympiques sur la manière dont ils ont su communiquer. Vous savez, il y avait un Business Service Center qui a été fait à Londres pendant la campagne des Jeux, qui a réuni 5000 décideurs du monde entier. Ils ont invité les plus grands producteurs de marchés étrangers à Londres pour les Jeux, pour leur montrer ce qu'ils faisaient faire, pour montrer comment ils étaient capables d'intervenir sur leur domaine, sur leur secteur d'activité. Ça a été un produit dérivé des Jeux eux-mêmes. C'est pas lié à l'événement sportif sur le terrain, c'est lié véritablement à l'environnement que l'on crée autour du dispositif sportif pour faciliter l'introduction d'échanges économiques et de plus-value économique. Si on regarde un tout petit peu dans le rétroviseur, dernier grand événement, donc 98, le mondial de football à Paris, quelles sont les retombées? Il y a quoi, le Stade de France, l'immense stade. Dernier grand événement, c'est la Coupe du Monde de rugby 2007. Merci Jean-François. C'était juste pour taquiner naturellement. Le président l'a passé. Mais la coupe du Monde de football, désolé, 98, Bernard, c'est un bon exemple parce que, au-delà des retombées économiques, de l'emploi, de la visibilité, ça a transformé tout le sud de Saint-Denis, tous les abords, et ça a la partie nord de Paris, je le dis. La partie nord de Paris, là où est implanté le Stade de France, c'est le point de départ d'une transformation qui fait qu'aujourd'hui, des grandes entreprises comme SFR, comme SNCF, s'implantent sur place. Et on parlait de Londres tout à l'heure, j'ai donné l'exemple de Stratford, il y a des retombées économiques, mais au-delà de ça, vous avez embelli un quartier. Et ça, là aussi, ça n'a pas de prix. Et sur le mondial de rugby, le président l'a passé. Du côté, on avait fait pour la première fois, parce que ça n'existe pas trop dans la culture sportive en France, de faire après chaque événement un bilan économique, un bilan sociétal, un bilan complet de ce que ramène une compétition comme celle-là. Eh bien, le seul chiffre que je peux donner, c'est qu'on a doublé la capacité touristique du pays après la saison de la Coupe du Monde de rugby. On a fait donc 2 saisons touristiques, une juin, juillet, août pour la saison normale, et septembre, octobre, la deuxième période a été construite pour la Coupe du Monde de rugby avec une deuxième force économique sur le tourisme. Alors, il échappera... Les Jeux, ça sera l'été, donc effectivement l'argument touristique sera moins valable dans le cas des Jeux Olympiques. Je pense Paris, c'est déjà la ville qui attire le plus de touristes au monde, donc on n'imagine pas que ça va doubler l'attrait touristique, les Jeux Olympiques à Paris. On a un sujet très précis à Paris sur le tourisme, et là, l'adjoint au tourisme que je suis, autant qu'au sport, y est très attentif. C'est qu'aujourd'hui, Paris est une ville très visitée, 50 millions de visiteurs par an sur la grande destination Paris, avec un parc hôtelier qui est aujourd'hui quasiment à saturation. Juste que nos téléspectateurs le sachent et auditeurs, le taux d'occupation moyen d'un hôtel à Paris, c'est 84%. C'est-à-dire qu'en moyenne, un hôtel est 84% plein. C'est-à-dire qu'il y a plein de semaines dans l'année où ils sont à 100%, et donc des nouveaux touristes ne peuvent pas venir faute d'hébergement. Ce qu'a très bien fait Londres sur sa candidature, c'est qu'ils ont profité des 10 ans de la candidature olympique pour avoir un plan qu'on appelle un plan hôtelier qui leur a permis de passer désormais à 130 000 chambres, là où nous en avons 80 000. Donc si les Jeux peuvent être l'occasion d'un investissement pour permettre, et là pour le coup, c'est pas nous qui allons investir, c'est des groupes hôteliers, c'est des gens qui construisent des hôtels, mais que nous on met cette priorité, on va augmenter la capacité hôtelière de Paris et donc le nombre de touristes qu'on sera capable d'accueillir au-delà de la stricte attractivité de Paris. Parce que rien n'est plus terrible que d'être séduisant pour le monde entier, mais de ne pas pouvoir satisfaire tous ceux qui veulent venir. Sophie Malibaud. Vous avez une évaluation du nombre d'emplois pérennes qui pourraient être créés dans le sillon des Jeux? C'est un petit peu tôt pour moi pour en parler. On a cette évaluation en schéma, bien sûr. On a déjà fait des estimations, mais c'est un petit peu tôt. Lorsque nous aurons véritablement formulé la proposition telle qu'elle doit se configurer pour
pour aller devant le CIO, nous serons davantage fixés. Mais c'est un des critères sur lesquels on va travailler. On a besoin de travailler déjà sur l'héritage. Un héritage, ça se fait pas après, ça se fait avant. On est dans une démarche aujourd'hui, comme a dit Jean-François, sur le plan de transport, sur le plan équipement, sur le plan même éducation. On a rendez-vous avec la ministre de l'Éducation pour aller voir un petit peu comment on va transformer les éléments en matière scolaire, pour inscrire à des jeunes générations qui vont connaître des jeux et vivre des jeux, déjà préformater un petit peu comment on peut inscrire les valeurs du sport dans l'éducation de chacun de nos enfants. Question un peu technique. Donc les Jeux auront lieu en 2024, dans l'une des villes qu'on a citées, peut-être Paris. Ça se décide combien de temps avant? Vous le saurez combien de temps avant exactement? La décision, le CIO, c'est 2017. Donc, septembre 2017, c'est la décision du vote. Donc, ça se fera à Lima. Ça se fera donc dans terre lointaine. Et nous aurons là le vote de tous les 102 ou 103, on sera entre 100 et 110 membres du CIO qui vont voter sur ce dispositif. Nous aurons la candidature à faire pour être devant les Jeux avant septembre 2015 cette année. On est entre nous, mais vous pouvez nous le dire. Vous avez la liste des 102, vous les contactez, vous les approchez, leur téléphonez. J'ai fait la candidature de rugby à 7 aux Jeux Olympiques. C'est vous qui avez porté cette arrivée du rugby à 7. Oui. On peut être français et travailler pour un sport anglais et gagner une compétition olympique, donc tout peut arriver. Oui. J'avais devant moi, dans mon bureau régulièrement, la fiche d'identité avec la photo et le petit cursus impersonnel de tous les membres du CIO. Il faut vivre avec. Il faut savoir quelles sont leurs forces et leurs faiblesses, quels sont les éléments qui leur permettront de voter en fonction de leurs attirances, de leurs souhaits, de leurs désirs. Il faut rentrer dans la peau de l'autre. C'est pas notre mission qui compte, c'est pas notre projet qui compte. C'est savoir comment il est reçu, perçu, et ce que pense de l'autre d'une candidature pour pouvoir gagner. Voilà. C'est bien d'être soutenu par le président de la République ou c'est un fardeau, par exemple? C'est important d'être soutenu. C'est très important d'avoir le rôle de l'État. Oui, à l'horizon 2025, on a aussi la perspective de l'exposition universelle. Comment est-ce que vous gérez cette concurrence-là? 2 candidatures en un an. Elles sont pas aujourd'hui incompatibles, voire même elles sont même plutôt convergentes, puisque les deux font le choix de la sobriété, de se calquer sur les schémas de développement de l'Île-de-France qui sont déjà programmés, notamment en matière de transport, et qu'aujourd'hui on est encore dans la phase de préfiguration des candidatures, donc il faut continuer à les laisser mûrir et grandir. Constater aujourd'hui qu'aucune ne vient vampiriser l'autre. De savoir qu'on est en compétition sur les deux dossiers, est-ce que ça ne devrait pas modifier la façon même de concourir? C'est deux organes complètement différents. Il s'agit là de parler au CIO pour les uns, au Bureau international des expositions pour les autres. Il y a un très bon exemple, deux même très bons exemples. L'Espagne a reçu les JO à 92 à Barcelone et à Séville a reçu l'exposition universelle. La Chine a reçu à 2 ans d'intervalle les JO à Pékin, l'exposition universelle à Shanghai. Donc c'est possible. Aujourd'hui, il faut continuer à avancer sur les deux candidatures qui ne sont pas encore déposées, ni l'une ni l'autre, qui ne sont pas encore abouties. Si l'une, on considère qu'elle vient vampiriser l'autre, il faudra se poser la question. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas, on peut continuer à avancer. Il n'y a pas d'opposition de principe. Je crois qu'il faut bien se mettre là-dessus. Je crois que ce serait idiot de pouvoir combattre les uns contre les autres. Il faut vraiment se donner à chacun les outils nécessaires pour gagner chacun dans son domaine, mais en même temps trouver des passerelles éventuelles qui sont possibles aujourd'hui sur des candidatures qui peuvent, comme dit Jean-François, avoir véritablement une légitimité. Stéphane Mandard, Le Monde. Je reviens sur ce que vous avez dit dans la passée. Vous avez parlé des forces et faiblesses des membres du Comité olympique international. Pour gagner, il faut les convaincre. Est-ce qu'il faut faire des petits cadeaux comme à la FIFA aussi pour essayer d'attraper des votes? Je crois qu'il faut être présent. Je crois qu'il faut éviter de tomber dans une caricature, mais le lobbying, ça se passe à la dernière minute. Je crois que chacun a son rôle à tenir. Le comité d'organisation a son rôle à tenir. Les ambassadeurs que nous avons désignés, que ce soit des sportifs ou que ce soit des ambassadeurs de métier, il faut trouver des gens compatibles avec le profil de chacun des membres du CIO avec lesquels nous avons affaire. Donc il y a tout un métier qui s'organise. Et puis il faut qu'en même temps on sache porter des messages qui donnent le service rendu, qui donnent un service rendu possible à des gens du CIO qui ont besoin dans leur pays, dans leur configuration naturelle, professionnelle ou nationale ou éligible dans leur pays, de façon à ce qu'on puisse créer avec eux des liens. Travailler sur une école, travailler sur une formation d'athlètes, travailler sur des référents qui se permettent véritablement de trouver des liens qui existent, qui sont peut-être pas forcément exprimés, travailler sur des investissements possibles éventuellement aussi. Ça fait partie d'une démarche dans laquelle il faut savoir s'inscrire. Une campagne olympique, c'est une campagne sur l'ensemble de l'activité et pas simplement sur le sport. Dernière question, Sophie Malibaud. La francophonie dans votre dossier, oui. Elle a quelle place? Très important, très très important. Le rôle de la francophonie, moi j'ai connu dans ma campagne pour le rugby le rôle du jeu du Commonwealth. Le Commonwealth, c'est fantastique. 77 pays qui sont unis dans une référence légitime de tradition et de culture. Donc on a besoin de retrouver avec la francophonie ce dispositif, davantage de force, davantage de présence pour véritablement s'inscrire dans un projet où la langue française ou la culture que nous portons à l'étranger soit une force supplémentaire pour nous.
Merci messieurs, merci Bernard Lapassé qui vous apprêtez à porter ce dossier de Paris 2024. Merci à Jean-François Martin, adjoint à la maire de Paris en charge des sports et du tourisme. Merci d'avoir été avec nous. On se sent effectivement à l'aise pour en parler puisque pour l'instant, Paris est la seule ville, vous le disiez, de la sphère francophone. Merci d'avoir été avec nous. Merci à vous d'avoir suivi cette émission et notamment, je salue les 102 membres du Comité international olympique. Vous voyez que TV5 s'engage à vos côtés, messieurs, avec RFI et Le Monde pour cette candidature. Merci à vous d'avoir suivi cette émission. Nous vous tiendrons au courant naturellement du déroulement de cette candidature. Excellente suite de programmes sur les antennes de TV5 Monde et de Radio France Internationale.